Bonjour à tous. Alors, en tant que théoricien des organisations, universitaire, enseignant, etc., il me paraît utile, après le constat évident que les urgences des hôpitaux sont complètement débordées, il me paraît utile d'essayer de mettre, on va dire, la science des organisations au service de l'hôpital français. Également, je ne serai pas nécessairement avare d'exemples que j'ai pu tirer d'observations des urgences à l'étranger. Et puis bien sûr, des différents médecins que j'ai pu et que je peux côtoyer et qui me disent aussi que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas aux urgences. Et les difficultés sur lesquelles justement je vais revenir sont très peu évoquées, en fait pratiquement pas évoquées par ceux qui sont censés être des spécialistes. Alors, des spécialistes de la question des urgences, puisque on entend un certain nombre d'urgentistes demander plus de moyens, ce qui peut s'entendre, mais en réalité, c'est plus une question d'organisation que de moyens. Et je vais le démontrer très simplement et très rapidement. Alors, quand on va aux urgences, j'ai eu moi-même l'occasion, bien sûr, d'y aller, pour des tiers ou pour moi-même. Et j'ai constaté que ce que j'appelle le temps de médecine, c'est-à-dire le temps qu'un médecin urgentiste consacre à réfléchir à des questions médicales en présence d'un patient, n'excède pas 15 à 20% de son temps total de travail, ce qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que on aurait tendance à considérer qu'on manque de médecins aux urgences, et en fait on constate que le temps, ce que j'appelle le temps patient, c'est-à-dire que le temps consacré à un patient en présence d'un patient, parce qu'il y a aussi du temps consacré à des patients hors la présence du patient, bien sûr, mais je parle du temps consacré au patient. Il dépasse pas 15% en général du temps passé. C'est-à-dire que sur une heure, le médecin côtoie un patient, réfléchit en la présence du patient, on va dire 10 à 15% du temps. C'est-à-dire pas plus de 10 minutes sur une heure. Bon, alors vous allez me dire, bah oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait le temps restant? Bah c'est très simple. Il est derrière un ordinateur, soit à communiquer avec quelqu'un, soit à rédiger un compte-rendu, puisque la règle est qu'à chaque patient, on doit rédiger un compte-rendu qui, dans l'immense majorité des cas, je vous le dis très clairement, ne sert pas à grand-chose, voire à rien du tout. C'est-à-dire que vous procédez à la suture d'une arcade sourcilière qui effectivement a été ouverte. Bah oui, vous allez rédiger pendant 20 minutes un document qui va dire voilà, le patient a été pris en charge à telle heure. Nous avons procédé à la suture avec du fil de ceci, du fil de cela, tel type d'aiguille. Il n'a pas été prévu de traitement antibiotique, ou on a prévu un traitement antibiotique en fonction un petit peu des circonstances de l'accident. Et puis voilà, pendant 20 minutes, voire plus, le médecin a rédigé. Alors il travaille beaucoup, parce qu'il est débordé. Il est débordé, parce qu'effectivement, en fait, il passe l'essentiel de son temps derrière un ordinateur. Bon. Alors, si on compare ça à ce qui se passait il y a un demi-siècle, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc c'est très simple. Le patient arrivait, il pouvait y avoir une infirmière qui faisait un premier tri, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais bon, admettons. Et puis le médecin passait, disait, une arcade sourcilière, bref, très bien, on va recoudre, voilà, on recoud. Ça prend, 10 minutes, 15 minutes maximum. Et puis, au revoir monsieur, merci beaucoup. La secrétaire va s'occuper de votre carte de sécu. À l'époque, il n'y avait pas de carte vitale. Et il n'y avait pratiquement pas de compte rendu. Il y avait peut-être un cahier où on disait admis, monsieur machin, voilà.
point de suture, terminé. Bon. Maintenant, pour des raisons essentiellement juridiques qui sont liées bien sûr à la notion de responsabilité du médecin, il faut faire un compte-rendu, voilà, comme si il fallait faire un compte-rendu. Il y a quelqu'un qui a décidé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit quelqu'un a décidé, en fait, l'hôpital et les cliniques, c'est à peu près pareil, ont suivi les recommandations des informaticiens. Il faut ouvrir la question de l'informatique à l'hôpital. Tout est informatisé. Parfois utilement, parfois totalement inutilement. C'est-à-dire que les informaticiens ont réussi à faire culpabiliser l'organisation médicale en disant « attention, il faut des traces, attention ». C'est la notion de traçabilité. Oui, parce que il a pu arriver qu'à un moment donné, il y a eu un petit problème de traçabilité. Alors, du coup, on va faire des comptes rendus pour tout et pour rien. Bon. Alors, ce que je propose de manière extrêmement simple en tant qu'universitaire, c'est de considérer 5 catégories de gravité. Niveau 0, on est dans la bobologie. Hein. Niveau 1, bon, il y a une petite, peut-être une petite entorse, mais a priori, par exemple. Hein, ouais, bon. Niveau 2, bon, il y a peut-être une fêlure osseuse. On va faire des radios, puis on va voir. Bon, ok. Niveau 3, bah là, on est déjà dans une pathologie un peu plus sérieuse, avec des signes importants, peut-être de la fièvre. Oui, bon, je prends des exemples, mais peut-être que le patient a un petit peu de mal à respirer, ou il a 20-12 de tension. Bon, oui, bon. Niveau 4, là, on est dans un pronostic vital qui éventuellement engagé, et puis niveau 5, c'est d'une extrême gravité. Voilà. Évidemment, le pronostic vital est également engagé, mais il va falloir opérer très rapidement. Vous voyez, on pourrait classer les urgences de 0 à 5. Bon. Voire de 0 à 10, peu importe, la question n'est pas là. Mais on peut tout à fait dire que si on classe de 0 à 10, allez même pas, de 0 à 5, on pourrait dire niveau 0, niveau 1, niveau 2, pas de compte rendu. Il y a juste un historique de passage aux urgences, et il n'y a pas de compte-rendu parce que c'est absolument superflu. Eh bien, je vous garantis que si on enlève cette notion de compte-rendu inutile, mais du coup, les médecins, il y en a assez aux urgences. Parce que généralement, dans un hôpital normal, on va dire normal, bon, disons normal parisien, vous avez 3, 4 médecins urgentistes, la journée, et la nuit, vous en avez peut-être 2, bon, ou 1, bon, ok. Ou plus, mais ils ne sont pas forcément devant, il y a évidemment une hiérarchie aux urgences, avec un chef des urgences, bon, bref. Mais le temps malade, c'est-à-dire que si les 2 médecins qu'il y a là, ce jour-là, à l'hôpital, consacraient l'essentiel de leur temps auprès des malades, en faisant un compte-rendu uniquement dans les cas sévères, dans les cas sérieux en tout cas, mais il n'y a plus de problème de sous-dimensionnement des urgences. Vous voyez ? Alors bien sûr, il faudrait réformer les règles. Ça supposerait peut-être une nouvelle réglementation administrative liée à la prise en charge, une simplification des procédures. Et je vous garantis que dans l'heure qui suit la mise en application de cette nouvelle règle, on dégage du temps patient considérable, et je ne dirais pas qu'il n'y a plus personne qui attend dans les couloirs, mais presque. J'exagère un petit peu parce que, bon, ok, c'est sûr que s'il y a 25 patients, mais en réalité, imaginez un cas typique, hein, vous avez 20 patients dans le couloir. Bon. En général, les médecins et les infirmières d'ailleurs, sont dans un local, fermé, plus ou moins fermé, et puis après ils sortent quand ils ont besoin pour voir les patients, bon. Mais les 3 quarts du temps, ils sont enfermés dans leur bocal, hein, à rédiger. Ils travaillent beaucoup, hein, c'est pas qu'ils font rien, ils travaillent beaucoup. Ils rédigent sur d'ailleurs un écran, ils sont parfois au téléphone, parce qu'ils peuvent demander conseil à quelqu'un qui est dans un service dans les étages, et puis voilà, bon. Mais en général, ils sont derrière un ordinateur. Donc, si vous supprimez ce temps d'ordinateur,
vous restaurer une fluidité. Et en plus, c'est quand même plus intéressant de travailler avec des patients qui sont aux urgences et de trouver des solutions plutôt que de rédiger un compte-rendu sur une arcade sourcilière ou une entorse ou une fêlure du tibia. Je veux dire, ça n'a aucun sens de rédiger un compte-rendu pour une fêlure du tibia. Aucun sens. Il faut se mettre dans une logique pratiquement de médecine militaire. C'est bien qu'en médecine de guerre, sur le champ de bataille, comme on dit, on ne fait pas de compte-rendu, on traite le malade tout de suite. Le compte-rendu, on le fera peut-être plus tard, si vraiment, bon, ok, mais on le fera 8 jours après. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'il faut libérer la médecine urgentiste, la médecine des urgences, de ces contraintes administratives et informatiques qui ne servent, dans l'immense majorité, à rien. Alors, bien sûr, dans les cas, si on va de 0 à 5, dans les cas 4 et 5, où là, le pronostic vital peut éventuellement est engagé, a priori un peu. Bon, eh ben, effectivement, là oui, il peut y avoir un compte-rendu, mais en général, dans ces cas-là, de toute façon, il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs praticiens qui vont intervenir. Il n'y en a pas qu'un. Et la limite, le compte-rendu, la situation est tellement grave, à la limite, que le compte-rendu ne sert à rien. Enfin, je veux dire, quand c'est pas grave, le compte-rendu ne sert à rien. Quand c'est très très grave, bah, il peut avoir un intérêt. Évidemment, s'il y a un litige après, bien sûr, on pense tous à ça, pour protéger l'hôpital. Ok, bon. Mais bon, de toute façon, il y a aussi des gens qui pourront contester le compte-rendu. Enfin, je veux dire, le compte-rendu, c'est une vision à un instant T d'un médecin sur une pathologie, sur un patient. Bon, il y a toute raison de penser que ça se fait de bonne foi, bien sûr. Mais je veux dire par là, c'est pas forcément inutile si on ressort le dossier et qu'il y a une contestation. Mais dans les cas 4 et 5, ok. Mais dans les cas 0, 1, 2, 3, très honnêtement, ça sert strictement à rien. Donc, c'est de l'argent gaspillé en termes de système informatique, c'est du temps gaspillé en termes de temps patient que le médecin pourrait consacrer, évidemment, aux patients. Et puis en plus, je ne dis pas que c'est démotivant, mais passer une demi-heure à rédiger pour une fêlure du tibia, très honnêtement, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt non plus pour les médecins. Hein. Donc, vous voyez, c'est juste une histoire de réfléchir à la notion de responsabilité, oui, mais la responsabilité, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement rédiger. Voilà. On peut d'ailleurs imaginer que ce travail de rédaction puisse éventuellement être fait par quelqu'un qui soit peut-être infirmier, spécialisé dans la rédaction, etc. Mais il faut absolument sortir les médecins des ordinateurs. Voilà. Et l'informatique peut avoir du bon dans certains cas, mais et notamment à l'hôpital pour des opérations où là justement l'intelligence artificielle et donc l'informatique, oui, ok, bien sûr, mais rédiger des comptes rendus inutiles, c'est une perte d'argent, une perte de motivation, une perte de temps, et bien sûr, c'est aussi la mise en danger des malades. Puisque pendant que le médecin ne rédige son texte bien souvent inutilement, eh ben effectivement, pendant ce temps-là, il peut y avoir des cas graves qui, eux, ne sont pas forcément pris en charge comme ils le devraient. Donc ça peut aussi mettre en jeu la responsabilité. C'est-à-dire qu'une action qui est censée protéger l'hôpital pour le dégager d'une éventuelle responsabilité fait courir un risque à l'hôpital de non-assistance aux malades qui ont vraiment besoin d'être pris en charge par des médecins qui sont occupés à rédiger des papiers. Vous voyez ? Donc on tourne en rond. Donc il faut, à un moment donné, un ministre de la Santé qui dise « Ok, j'ai compris, on réforme ». On modifie, et pour les pathologies de 0 à 3, 0, 1, 2, 3, il n'y a pas de compte-rendu, et on sauve les urgences. Merci beaucoup de votre attention.